Voici une belle ville coincée au cœur des montagnes, avec un magnifique décor, un centre d'innovation technologique, une histoire révolutionnaire et une passion pour le sport. Je vous présente aujourd'hui les 1000 visages de Grenoble dans cet épisode 220 du podcast Fluidité. Alors c'est parti. Juste avant de commencer, je voudrais vous rappeler que sur mon site internet français avec fluidité.com, je peux vous aider à progresser en français. On propose des cours privés avec des tuteurs sympas pour pratiquer votre conversation, mais on propose aussi le Club VIP, une grande communauté d'apprenants pour pratiquer votre oral en groupe dans des chats Zoom tous les mois. On fait entre 8 et 10 chats par mois et toute l'année, dans lesquels on fait différentes activités en français pour le pratiquer et pour apprendre à le parler avec confiance. Il y a aussi un groupe Telegram privé actif tous les jours et d'autres avantages. Alors pour avoir toutes les informations, les liens sont dans la description ou alors vous cherchez français avec fluidité pour trouver mon site web. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'une ville française. La dernière fois, c'était en août pour l'épisode sur Montpellier. Donc, comme promis, voici l'épisode sur Grenoble. Vous allez apprendre plein de choses intéressantes. Alors, on commence par sa géographie hors du commun. Imaginez une plaine parfaitement plate, mais située à 200 mètres d'altitude et entourée de montagnes. Grenoble est dans le sud-est de la France, tout près de l'Italie et de la Suisse, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé de cette région dans l'épisode 175. Elle se trouve donc au pied des Alpes, cette immense chaîne de montagnes européenne. Et en fait, Grenoble est coincée dans une vallée en forme de Y. C'est pas une agglomération de forme ronde comme toutes les autres. Une agglomération, c'est une grande ville et les villes qui se trouvent autour, dans la banlieue. L'agglomération de Grenoble compte environ 450 000 habitants. Et Grenoble elle-même en a 150 000. On les appelle les Grenoblois et les Grenobloises. Cette forme de Y de l'agglomération est due à la rencontre de deux rivières, l'Isère et le Drac. Donc Grenoble s'est construite au milieu de cette vallée, entourée de trois massifs de plus de 2000 mètres d'altitude et entre deux cours d'eau. Ce qui lui donne des avantages, mais ça lui a aussi causé de graves problèmes dont on parlera dans quelques instants. L'Isère, c'est aussi le nom du département où est Grenoble. La belle ville en est d'ailleurs la préfecture. En fait, la majorité des départements français portent un nom de rivière ou de fleuve. Au niveau du climat, Grenoble est un cas particulier puisqu'elle est à la jonction de trois climats. Le climat océanique, le climat de montagne et le climat méditerranéen. En plus, c'est une cuvette, ça veut dire un petit creux, puisqu'elle est enfermée entre des montagnes. Du coup, il y a peu de vent à Grenoble et le froid ou la chaleur reste coincé, reste accumulé. Résultat, en hiver, il peut y faire très froid et il neige souvent, mais en été, il peut y faire très chaud. Donc vous pouvez avoir chaud à Grenoble tout en ayant une magnifique vue sur les neiges éternelles des massifs autour. C'est incroyable. L'histoire de Grenoble ne date pas d'hier. Durant l'Antiquité, la ville s'appelait Cularo. C'était un tout petit village gaulois fortifié sur la rive gauche de l'Isère. La rive, c'est le côté d'un fleuve. Ce n'est que plus tard, sous l'empereur Gratien, qu'elle prendra le nom de Gratianopolis, qui deviendra au fil des siècles Grenoble. Mais c'est au Moyen-Âge que la ville gagnera en importance et deviendra la capitale du Dauphiné. Le Dauphiné était un État indépendant dont les seigneurs portaient le titre de dauphin, comme l'animal. Avant la Révolution française, la France était divisée en provinces différentes des régions actuelles, dont le Dauphiné. En 1349, ruiné et sans héritier, le dernier dauphin, qui s'appelait Humbert II, décide de vendre sa province au royaume de France. Par contre, il impose une condition. Le fils aîné du roi de France devra porter le titre de dauphin. C'est pour ça que, jusqu'à la Révolution, l'héritier du trône de France s'appelait le dauphin. Ensuite, la belle ville des Alpes prend encore plus d'importance lorsqu'on y installe le troisième Parlement de France. Par contre, la ville a aussi connu des drames à cause de sa géographie. Le 14 septembre 1219, Grenoble est frappée par une catastrophe sans précédent.
Un barrage naturel s'était formé dans les montagnes, créant un lac immense. Quand ce barrage s'est rompu, une vague énorme, comme un tsunami, s'est abattue sur la ville, en détruisant tout sur son passage et tuant une grande partie de la population de la ville, des milliers de personnes. Et plus tard, en 1733, c'est une crue historique de l'Isère qui noie la cité, qui plonge la ville dans l'eau, rappelant aux habitants que l'eau des montagnes peut être aussi dangereuse que belle. Une crue, c'est quand le niveau d'eau d'un cours monte très haut. Le mot vient du participe passé du verbe croître, synonyme de grandir. On a compté environ 150 inondations à Grenoble à cause des 2 rivières qui l'entourent, jusqu'à ce qu'on réaménage les digues, donc les bords des rivières, pour mieux les maîtriser. Les 2 rivières, l'Isère et le Drac, sont surnommées le serpent et le dragon. Pour célébrer la fin des inondations dans la ville, on a même construit une petite fontaine qui représente un lion qui domine un serpent, donc la rivière Isère, ce qui signifie que le serpent a enfin été maîtrisé. Alors, s'il y a un événement dont les Grenoblois sont fiers, c'est la journée des Tuiles. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes le 7 juin 1788. La colère monte contre le roi Louis XVI qui veut réduire le pouvoir des parlements locaux. Quand les soldats royaux arrivent pour expulser les magistrats de la ville, la population se révolte. Les habitants montent sur les toits des bâtiments et jettent des tuiles sur les soldats. Les tuiles, ce sont ces petites pièces en terre cuite ou en pierre qui recouvrent les toits. Donc imaginez si vous recevez une tuile sur la tête depuis un bâtiment d'une dizaine de mètres de hauteur, ça peut être mortel ou sinon ça va gravement vous blesser. Cet événement est considéré par beaucoup d'historiens comme l'un des points de départ de la Révolution française. Parce que juste à côté de Grenoble, au château de Vizille, s'est déroulée la réunion des États généraux du Dauphiné pour réclamer des libertés pour le peuple. Aujourd'hui, vous pouvez d'ailleurs visiter le magnifique musée de la Révolution française situé dans ce château. Et cette première réunion des États généraux du Dauphiné a engendré les différentes réunions des États généraux en 1789 à Paris, qui se concluront par la Révolution française. Et depuis 2015, on organise à Grenoble la fête des Tuiles tous les ans en juin. Et j'ai déjà fait un épisode sur la Révolution française, c'est le numéro 47. Grenoble possède un patrimoine riche et parfois caché. Si vous vous promenez dans le centre-ville, vous tomberez forcément sur la place Saint-André. C'est ici que se trouve le palais du Parlement du Dauphiné, avec sa façade gothique et Renaissance. Juste en face, arrêtez-vous au café de la Table Ronde. Créé en 1739, c'est le 2e plus vieux café de France. C'était le lieu de prédilection de Stendhal, le célèbre auteur du livre Le Rouge et le Noir, qui est né à Grenoble et pour qui la ville était à la fois une source d'inspiration, mais aussi d'ennui. Il disait de Grenoble, au bout de chaque rue, une montagne. Pas très loin, prenez la rue Jean-Jacques Rousseau. C'est sans doute la rue la plus emblématique du vieux Grenoble. Elle est étroite, pavée et pleine de petits commerces artisanaux et de librairies. C'est dans cette rue que le philosophe Jean-Jacques Rousseau a séjourné lors de son passage en ville. Si vous traversez l'Isère, vous arriverez dans le quartier Saint-Laurent. C'est ici que se trouve la nécropole Saint-Laurent. C'est un site archéologique absolument incontournable. On y trouve des vestiges mérovingiens datant du VIe siècle, notamment une crypte exceptionnellement bien conservée. C'est un témoignage rare des débuts de la chrétienté dans la région. Et on ne peut pas parler de Grenoble sans évoquer le pont de Clé. Situé au sud de la ville, ce magnifique pont historique, construit au XVIIe siècle, passe par-dessus le Drac avec une arche unique impressionnante. C'était autrefois l'unique passage vers le sud, un point stratégique entre les montagnes. Juste après la révolution industrielle, le XIXe siècle a transformé Grenoble en une métropole technologique. Ça a commencé avec la production d'hydroélectricité. Grâce à la force des torrents de la montagne, Grenoble est devenu un centre majeur pour la génération de l'électricité par la force de l'eau. En 1934, la ville innove encore en installant le premier téléphérique urbain de France pour accéder à la Bastille, une ancienne forteresse qui surplombe la ville.
Dans les années 70, on a remplacé les anciennes cabines par des sphères transparentes surnommées les bulles. C'est l'attraction numéro 1 de Grenoble. En quelques minutes, vous survolez l'Isère et vous arrivez au sommet de la ville pour admirer un panorama époustouflant sur les Alpes et un beau coucher de soleil aussi. L'autre grand événement pour la ville, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Grenoble s'est alors modernisée à une vitesse folle. La construction de l'hôtel de ville et de l'aéroport, la rénovation de la gare, etc. Aujourd'hui, on peut encore voir la vasque olympique dans le parc Paul Mistral, symbole de cette époque où le monde entier avait les yeux fixés sur la ville. De nos jours, Grenoble est surnommée la Silicon Valley française. Grâce au campus Giant, Grenoble Innovation for Advanced New Technologies, elle accueille des centres de recherche mondiaux, le synchrotron, un accélérateur de particules géant, et des milliers d'étudiants. La ville est aussi pionnière en écologie. En 2009, elle a inauguré la ZAC de Bonn, le premier écoquartier de France, construit sur le site d'anciennes casernes militaires. ZAC, donc Z-A-C, ça veut dire une zone d'aménagement concerté, une zone d'une ville qui a été spécialement aménagée. Grenoble est une ville qui bouge. Avec plus de 60 000 étudiants, la population est dynamique et festive. Mais c'est aussi une ville de brassage ethnique, de mélange ethnique. Historiquement, Grenoble a accueilli de nombreuses vagues d'immigration. La communauté sicilienne est particulièrement présente, notamment dans le quartier Saint-Laurent, qu'on appelle parfois la Petite Italie, tout comme la communauté maghrébine ou encore la communauté anglaise. Et le sport, c'est une religion dans la ville. Grenoble est entourée de stations de ski légendaires, accessibles en moins de 45 minutes. L'hiver, les montagnes sont remplies de skieurs et l'été, elles laissent place aux randonneurs et aux amateurs de VTT, entre autres. C'est une ville où on travaille dur la semaine dans les laboratoires de haute technologie et où on part faire du sport en montagne le week-end. Même si la population du centre-ville connaît une légère baisse, l'agglomération est un moteur économique puissant. On ne peut pas parler de Grenoble et du Dauphiné sans évoquer son trésor culinaire le plus célèbre, le gratin dauphinois, un délicieux plat de pommes de terre et de crème fraîche gratinée au four. C'est le plat chaud et réconfortant par excellence après une journée passée dans le froid des montagnes. Le gratin dauphinois est maintenant connu et mangé dans toute la France, c'est un des plats emblématiques du pays. Dans la ville, il y a aussi le musée de Grenoble, l'un des plus prestigieux musées d'art en France. Voilà pour cette immersion dans la capitale des Alpes, une ville où on se sent tout petit face aux montagnes, mais où les idées et les projets sont immenses. Dites-moi dans les commentaires si cette ville de montagne vous attire et si vous aimeriez y vivre ou simplement la visiter en tant que touriste. Et n'hésitez pas à me suggérer vos idées de contenu dans les commentaires. Pour progresser en français ou si vous voulez soutenir la chaîne et le podcast, vous pouvez acheter mon livre « En route vers le français avec fluidité ». C'est un livre avec les meilleurs contenus du podcast, plus un contenu en exclusivité. Il y a bien sûr les versions audio et vidéo téléchargeables sans publicité, mais aussi des anecdotes, des jeux de vocabulaire et encore d'autres bonus. Cliquez sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations. C'est tout pour cet épisode, merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez mettre un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast si vous aimez ce que je propose. Et moi je vous dis à bientôt!